Avez-vous vraiment besoin d'une mutuelle qui vous coûte cher? Je réponds à cette question aujourd'hui dans une masterclass spéciale Assurance Santé. Alors vous êtes très nombreux à dire ma mutuelle est hors de prix, ce qui est en partie vrai, mais enfin vous le dites souvent parce que vous ne connaissez pas ce que vous coûte le prix réel de l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est en moyenne 450 € par Français, entre 400 et 450 € chaque mois par Français. Autrement dit, une famille de 4 personnes paye entre 1500 et 1600 € chaque mois de cotisation santé à travers la CSG, à travers les cotisations de sécurité sociale, et cela tout au long de sa vie. Donc la mutuelle représente souvent un coût qui est autour de 100 €, à peu près le quart de cette somme, ce qui, parfois le tiers, mais d'une manière générale le quart, ce qui est certes cher, mais moins cher que l'assurance maladie quand même. Mais vous êtes très nombreux à dire c'est scandaleux, c'est trop cher, on s'en sort pas, et il y a d'ailleurs tout un tas de préjugés qui reviennent, de platitudes, de lieux communs, de tarte à la crème comme on dit sur ah mais oui, alors Marine Le Pen en avait sorti un certain nombre en disant en fait les complémentaires santé, les mutuelles coûtent très cher parce qu'il y a des frais de commercialisation, ils payent des campagnes publicitaires, etc. Et donc tout ça fait monter les prix, ce qui est un argument tout à fait extraordinaire parce que bientôt elle va nous expliquer que eh bien, Leclerc vend la nourriture trop chère parce qu'il y a de la pub pour Leclerc sur tous les médias en France et qu'au fond il y aurait des magasins d'État, ça marcherait bien mieux. On a Marine Le Pen qui fondamentalement est une socialiste, oublie de dire qu'on a essayé cette formule en Union soviétique à une époque et les gens crevaient de faim. Les magasins étaient vides. Je sais qu'il y a des nostalgiques de ce système, mais il se trouve quand même qu'en France, il y a une nourriture abondante et pas chère parce qu'il y a des magasins privés qui se font concurrence et le principe est le même dans le domaine de la santé. On peut expliquer que les systèmes d'État monopolistiques sont plus efficaces, mais enfin, Marine Le Pen l'a fait, plein d'autres le pensent aussi, elle n'est pas la seule à penser ça. Beaucoup de députés d'ailleurs le pensent puisqu'ils inventent chaque année des taxes sur les mutuelles, mais enfin, ce qu'il faut dire quand même, c'est que sur les mutuelles, sur la santé des Français, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans la pratique, les systèmes monopolistiques n'ont jamais fonctionné nulle part. Et d'ailleurs, on voit bien que la santé en France, elle est en train de vivre des moments difficiles parce qu'elle est fondamentalement monopolistique. On va y revenir. Mais je suis d'accord pour dire que la santé, ça coûte cher et que les mutuelles coûtent trop cher. La question, c'est est-ce que vous avez besoin de souscrire à une mutuelle? Je vais essayer de vous expliquer ça. Et je vais en profiter parce que pour tout vous dire, cette vidéo est le début d'une série que je vais faire pour former une jeune journaliste que nous recrutons, que je salue. Et donc je propose d'élargir la formation à tous ceux qui ont envie de comprendre comment ça marche et de réfléchir au concept. Alors la base d'une mutuelle, c'est de faire de l'assurance santé. Et je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer en quoi la santé est à la fois un sujet d'assurance et n'en est pas un. Et c'est pour ça que de mon point de vue, vous n'avez pas forcément besoin du mutuel, mais on ne va pas clore le débat aujourd'hui, on va revenir petit à petit au rythme de la formation nécessaire de cette jeune collaboratrice. On va revenir sur ces sujets. Ce qu'il faut redire, c'est que dans le capitalisme, dans la société capitaliste dans laquelle nous vivons, alors certains là aussi, pensent que ça va se terminer bientôt. Ça fait des années qu'on nous explique ça. Déjà Marx l'expliquait en 1917, enfin Marx non, mais Lénine expliquait déjà en 1917 que le capitalisme allait disparaître et il n'a pas disparu. Donc à un moment donné, il faut arrêter. C'est comme tous ceux qui nous disent « Ah mais c'est sûr, demain l'Ukraine s'effondre et Poutine gagne ». On peut le dire la première année, la deuxième année, c'est plus compliqué, mais aujourd'hui, expliquer tous les jours que ça y est, l'Ukraine s'effondre, alors que l'armée ukrainienne vient d'ouvrir des magasins d'exportation
d'armes, notamment de drones, vient d'en ouvrir un, je crois, au Danemark et l'autre, je ne sais plus où. C'est pas complètement non plus la posture d'un pays qui s'effondre. Alors moi, que des gens détestent l'Ukraine, je peux tout à fait le comprendre. Simplement, c'est pas parce qu'on souhaite quelque chose qu'on doit penser qu'il va arriver. La réalité n'est pas la réalisation de nos fantasmes. Et donc je sais que plein de gens disent « Ah, le capitalisme, ça va s'effondrer » parce qu'ils détestent le capitalisme. Sauf que, si vous voulez, pour l'instant, il a survécu. Qu'on ne prend pas complètement le chemin de sa disparition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crise majeure, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crack, mais ça veut dire simplement que, au fond, le capitalisme, il existe depuis plusieurs siècles. Il connaît des mutations en profondeur. Le capitalisme d'aujourd'hui n'est pas le même que le capitalisme du XIVe siècle. Mais nous sommes dans un système où l'humain cherche à accumuler du capital. C'est ça que ça veut dire capitalisme. C'est une procédure d'accumulation du capital. Après, les modalités d'exercice de ce capitalisme changent, évoluent, nous sommes tous d'accord. Mais la base, c'est ça. Et en réalité, l'assurance est au fondement même du développement du capitalisme, puisque c'est autour du XIVe siècle, lorsqu'on a commencé à découvrir la boussole et donc à pouvoir naviguer en pleine mer sans trop de risque de se perdre. Eh bien, c'est lorsque en Méditerranée a commencé à se développer le commerce intra-régional, le commerce méditerranéen, où on allait chercher des épices, de la soie en Égypte, parfois en Palestine, parfois à Beyrouth, au Liban, ou à Antioche, et qu'on le ramenait à Venise, à Londres, à Bruges. C'est à ce moment-là qu'on a découvert l'assurance, parce qu'il a fallu, à un moment donné, affréter des bateaux et donner de l'argent à des capitaines de bateaux pour qu'ils aillent acheter des marchandises coûteuses sur les marchés étrangers, les marchés du Proche-Orient, et qu'ils les ramènent entiers en Europe occidentale pour les vendre. Donc c'était des traversées dangereuses, la marine n'était pas aussi précise, aussi moderne qu'aujourd'hui, si j'ose dire, aussi sécuritaire. Et donc il fallait à l'époque trouver des mécanismes de financement du risque et de couverture du risque, parce qu'il y avait très régulièrement des naufrages et la cargaison qu'on avait achetée disparaissait. Donc les capitaines, les armateurs qui avaient financé le voyage perdaient des sommes colossales. Donc pour éviter d'être ruinés chaque fois, ils ont inventé les premières formules de contrats d'assurance. C'est en Italie que ça s'est créé au début, certains disent à Naples, d'autres à Gênes. En tout cas, c'est au XIVe siècle que les marins italiens, que les armateurs italiens ont commencé à assurer leurs cargaisons, leurs expéditions commerciales, et c'est ainsi que le modèle de l'assurance s'est développé, avec des modèles bien connus, notamment, j'allais presque dire d'auto-assurance, comme la Lloyd à Londres. Mais la base de l'assurance, elle est là. Alors, il se trouve qu'historiquement, l'assurance est née à peu près en même temps que la banque, et que donc on a inventé, il y a à l'aube du capitalisme, avant la sidérurgie, avant l'industrie mécanique, on a inventé l'industrie financière. Là aussi, il faut bien l'avoir en tête, puisqu'il y a parfois des fantasmes sur la finance, et qui est une supercherie du XXe siècle. Ça a existé bien avant l'industrie lourde, rappelons-le. Et donc l'industrie financière repose éternellement, depuis le début, sur deux piliers. La banque, qui est un système de financement du risque qui est fondé sur le crédit. On emprunte et ensuite on doit rembourser. Et l'assurance, qui est un système de mutualisation du risque. D'où d'ailleurs l'appellation mutuelle concernant les complémentaires santé. L'assurance, son métier, c'est de mutualiser le risque entre des gens qui ont la même activité, qui sont exposés au même risque. C'est ça la base de cette activité, et il faut comprendre que bien, autant le banquier, lui, ne tolère pas le risque, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a prêté de l'argent, il veut être remboursé, et il se fait rembourser quoi qu'il arrive. L'assureur, bien, son métier, c'est précisément d'épargner, je dirais, pour tout le monde, et de débourser cet argent lorsque un sinistre, un dommage intervient. Ce sont deux conceptions différentes de la prise en charge du risque et au fond, du financement de l'économie et de son développement. Le banquier est un vendeur de risques, si j'ose dire. Il ne prend aucun risque, il emprunte, mais il sera remboursé.
l'assureur, son métier, c'est de porter le risque et donc d'accompagner ceux qui osent, les audacieux, pour développer leur activité. Voilà, ça, c'est, j'allais dire, la base. Mais alors, précisément, qu'est-ce qui fait qu'on peut assurer un risque? Parce que dans l'expression assurance santé dont nous parlions, il y a d'abord le mot assurance. Alors, on peut assurer quoi dans la vie? Eh bien, il y a une réalité incontournable, c'est qu'on ne peut assurer qu'un risque aléatoire. Je ferai une vidéo pour expliquer la différence entre un risque aléatoire et un risque non aléatoire, notamment ce qu'on appelle la covariance. Aujourd'hui, je me concentre sur le risque aléatoire. Le risque aléatoire, c'est aussi un risque qui doit être un risque mesurable. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on sait, c'est que on ne peut pas assurer la planète contre sa destruction par un astéroïde. Parce que d'abord, le risque est tellement aléatoire qu'il ne peut pas être mesuré correctement, et qu'ensuite, de toute façon, les dépenses que la destruction de la planète occasionnerait sont des dépenses supérieures à l'ensemble de la mutualisation des sommes qu'on peut mettre pour couvrir ce risque et les dommages qu'il engendre. Mais on va rester non pas sur les dommages, mais sur la notion de risque aléatoire. Il faut que le risque, par principe, soit mesurable. L'arrivée d'une astéroïde, c'est difficilement mesurable aujourd'hui, donc on ne l'assure pas. Et il faut donc que ce risque puisse être mathématiquement calculé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse le calculer par des probabilités. C'est la base du métier de l'actuaire, qui est l'ingénieur de l'assurance. Il faut que ce risque soit absolument aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne soit pas sûr qu'il va survenir. C'est par exemple l'accident de voiture. Quand vous prenez votre voiture pour aller jouer au golf ou à la plage ou où vous voulez, ou conduire vos enfants à l'école, vous ne savez pas si vous allez avoir un accident ou pas. Vous ne savez pas si quelqu'un va arriver et va vous couper la route et va vous rentrer dedans. Donc il faut que ce risque soit incertain. Lorsqu'il y a un risque certain, il ne peut pas y avoir d'assurance. Je vais tout de suite en parler pour vous montrer le lien avec l'assurance santé. C'est que par exemple en France, la sécurité sociale s'occupe de rembourser les lunettes. Or on sait que à partir de 45 ans, 100% de la population a la vue qui baisse. Et donc, demander à l'assurance maladie et aux complémentaires santé de rembourser les lunettes normal, je ne parle pas des gens qui ont une maladie incertaine, une maladie rare, mais on sait qu'à 45 ans, tout le monde a la vue qui baisse. Et donc tout le monde a besoin de lunettes. Donc assurer ce risque n'a pas de sens, ça ne relève pas de l'assurance. Ça relève de l'épargne collective ou de la prévoyance d'une certaine façon. Ça relève juste d'un comportement de bon sens que chacun pourrait financer lui-même. C'est-à-dire que lorsque vous avez 25 ans, vous savez que 20 ans plus tard, vous aurez besoin de lunettes. Et il serait logique qu'on vous dise mets de l'argent de côté. Alors, au lieu de mettre de l'argent de côté, on met ça dans des contrats d'assurance. Mais en réalité, lorsque l'assureur assure les lunettes, je le redis, ce sont les lunettes de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire la vue, la baisse de la vue classique. Je ne parle pas des maladies extraordinaires, mais de la baisse de la vue classique, ça n'a pas de sens de demander à un assureur de le faire. Alors quand il le fait, il ne fait pas son métier d'assureur, il fait un métier de banquier, un métier de caisse d'épargne, mais il ne fait certainement pas son métier de couverture de risques incertains. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assurance, la vraie assurance, même si parfois on met le mot assurance sur des activités qui sont des activités qui n'ont rien à voir avec l'assurance, le remboursement des lunettes par exemple, eh bien l'assurance, c'est la couverture du risque incertain. Le cancer, par exemple, puisqu'on parle de santé, vous attrapez un cancer, c'est normal que l'assurance intervienne et couvre les frais médicaux. La particularité de notre système en France, c'est que pour pouvoir rembourser des lunettes et des dents, on sait tous qu'à un moment donné, nos dents tombent, eh bien, pour pouvoir rembourser nos lunettes et nos dents, eh bien, on sacrifie, qui sont des risques certains et donc qui ne relèvent pas de l'assurance, ni de l'assurance maladie, ni de l'assurance privée. Eh bien, pour faire ça, on sacrifie le remboursement du cancer, puisqu'en France, par exemple, on considère que les médicaments contre le cancer sont trop chers. Et donc, on a tendance à ne pas les rembourser ou à les accepter le plus tard possible sur le marché. Eh bien, ça, c'est la preuve que notre système dysfonctionne, parce qu'au lieu de faire de l'assurance santé qui devrait aller chercher les traitements de dernier cri pour couvrir les risques incertains, eh bien, on sacrifie les budgets pour
faire plaisir à monsieur et madame tout le monde, qui vont avoir deux paires de lunettes pour le prix d'une, là aussi qui est une imposture, tous les 2 ans, avec l'argent des autres, alors que sur le fond, ce n'est pas un risque incertain, c'est pas un risque aléatoire, c'est un risque certain que d'avoir la vue qui baisse. Eh bien, voilà, comment on fait pour pervertir un système et pour lui faire perdre son sens. Donc voilà, l'assurance, c'est la couverture du risque aléatoire et mesurable, parce qu'il faut des probabilités pour qu'on puisse fixer des tarifs. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que le risque, il y a 4 façons de le vivre. Je vais reprendre les lunettes, voilà, la vue qui baisse. Voilà, hop. Il y a 4 façons de se comporter vis-à-vis du risque. Il y a l'acceptation du risque, voilà, qui est un comportement assez classique. C'est je sais que ça va m'arriver, donc j'accepte le risque et je ne fais rien pour l'éviter et j'assume pleinement d'avoir une conduite à risque. C'est le cas des gens qui conduisent sans permis de conduire, sans assurance, et qui disent ben voilà, si j'ai un accident, ce sera pour ma pomme, mais il faut qu'ils payent. Voilà. À la fin, ils payent plein pot. Mais ils se disent ouais, moi, je ne prends pas d'assurance pour conduire, et si j'ai un accident, tant pis, c'est pour ma pomme. Ça, c'est l'acceptation du risque, qui est un comportement qu'on n'aime pas dans la société en général, même si c'est plus compliqué que ça. Dans la pratique, il est interdit de conduire sans assurance. Donc, j'ai une voiture, je n'accepte pas le risque, donc je m'assure. Simplement, il y a 3 façons, là aussi, d'éviter d'avoir un accident quand on est assuré. Il y a une première attitude qui consiste à faire de la prévention du risque. On va éviter de prendre un risque. C'est je ne bois pas avant de prendre le volant, je ne fume pas de joint, je ne me drogue pas avant de prendre le volant parce que j'augmente le risque d'avoir un accident si je conduis sous ou shooté. Et donc, la prévention, eh bien, ça consiste à dire, ce sont les campagnes que vous voyez d'ailleurs à la télé, quand dans une soirée quelqu'un a bu, eh bien, on lui dit tu ne conduis pas, c'est ta femme, ton mari, ton cousin, qui vous voulez, qui va conduire à ta place. Ça, c'est la prévention. Et il y a, donc je le redis, face au risque, il y a 3 attitudes. Première attitude, j'accepte le risque, je m'en fous, je me bourre la gueule, je n'ai pas d'assurance, je prends la voiture et je fonce à 180 à l'heure sur l'autoroute. Ça, c'est j'accepte le risque. Voilà. Et à la fin, je paye plein pot pour les dégâts que j'ai causés. La deuxième attitude, c'est on prévient le risque, ce qu'on fait très peu en France, on déteste ça en France, mais c'est je vais éviter de me mettre en position de voir un risque se réaliser. J'ai pris l'exemple de la voiture que tout le monde connaît et qui est un risque un peu caricatural. Je vais prendre l'exemple de la pénibilité au travail. En France, en Allemagne par exemple, aux Pays-Bas, les patrons qui exposent les salariés à des risques professionnels importants, une pénibilité importante, eh bien, sont surtaxés et sont très encadrés. On explique en Allemagne au patron qu'il ne peut pas casser son salarié au travail. En France, on fait autrement. Je vais vous expliquer comment on fait. Voilà. Mais, donc, il y a en Allemagne des politiques de prévention. On va faire en sorte que le salarié soit le moins exposé possible à la pénibilité. Ça, c'est une logique de prévention qu'on n'aime pas en France. Il y a donc, j'accepte le risque, je préviens le risque. Troisième attitude, je mitige le risque, je le réduis. Je réduis le risque. Alors là aussi, c'est un certain nombre de stratégies pour faire en sorte que les risques, lorsqu'ils se réalisent, soient les moins coûteux possibles. Alors je prends l'exemple, là encore, de la santé. Eh bien, on va expliquer que, par exemple, on va augmenter les franchises. C'est l'attitude de base de l'assureur. Il met en place une franchise pour dire si vous avez un accident, vous devrez quand même payer quelque chose. Et sur les médicaments, c'est la même chose. Si vous allez chez le médecin demander des médicaments, pour des bobos, pour un rhume, eh bien vous devrez quand même payer quelque chose, ce ne sera pas complètement gratuit. C'est un mécanisme de base de mitigation du risque, de réduction du risque. C'est pour ça que lorsqu'on vous dit c'est scandaleux que les franchises augmentent, je suis désolé lorsque on a un rhume, on se précipite chez le médecin et vas-y que je te paye l'ordonnance, enfin la consultation, et vas-y que je te prescrive une boîte de Doliprane qui coûte 4 ou 5 euros sur le marché, il est normal que les gens payent une partie de la boîte de Doliprane. Sinon, si c'est à guichet ouvert, eh bien, on encourage les conduites à risque, c'est-à-dire qu'on sait tous
que l'hiver, on va attraper un rhume. Je pense que tout le monde a un rhume l'hiver, à un moment ou à un autre. Eh bien, si vous dites aux gens c'est gratuit, ben, ils vont se balader à poil toute la journée dans la neige en se disant c'est pas grave, c'est la Sécu qui paye. Hein. C'est la fameuse phrase de François Hollande, c'est l'État qui paye. Et bien, moi je pense qu'il y a une bonne stratégie, si vous voulez, qui consiste à dire aux gens, mais n'imaginez pas que vous pouvez faire n'importe quoi. S'il vous arrive quelque chose, vous devrez payer une certaine somme, exactement comme dans les accidents de voiture, lorsque vous avez une franchise à payer, parce que bien l'assureur dit oui, mais enfin attendez, à un moment donné, s'il n'y a pas un reste à charge, bien il y a on favorise les conduites à risque. C'est une stratégie de réduction du risque. Il y en a plein d'autres. Si vous voulez, je ferai une émission sur les réductions de risque. Oui, voilà. Donc prévention, j'accepte le risque, acceptation du risque, prévention, réduction du risque, et puis une quatrième option qui est le transfert de risque, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui va payer à ma place les dégâts que j'ai faits. C'est le mécanisme de pénibilité au travail en France. C'est l'employeur qui décide de maltraiter ses salariés, qui les expose à un risque de santé qui fait qu'ils vont mourir plus jeunes ou qu'ils vont devenir invalides. Eh bien, en France, le mécanisme demandé par les syndicats consiste à dire celui qui va payer le risque, c'est pas l'employeur, ou alors il le paye très marginalement, c'est la Sécu qui paye. C'est-à-dire que le mécanisme de pénibilité est un encouragement au risque, parce que ça permet à l'employeur d'être populaire en disant tu partiras plutôt à la retraite si tu te trempes les genoux toute la journée dans des produits qui vont t'attaquer la peau et le corps. Et donc dans 10 ans tu seras à la retraite et tu me diras merci. Et de toute façon, le fait que tu sois à la charge de la collectivité dans 10 ans parce que j'ai ruiné ta santé, c'est pas grave, c'est les autres qui vont payer pour moi. Voilà. Et donc moi, ton travail, je vais prendre les bénéfices et le coût est reporté sur la collectivité. Le transfert de risque est la mécanique de base de la sécurité sociale en France, et c'est pour ça que la sécurité sociale est un mauvais système, un système coûteux et inefficace, qui explique que si nous avons une espérance de vie élevée, l'espérance de vie en bonne santé en France est plus faible que les autres pays. C'est parce qu'il n'y a pas de stratégie de réduction du risque. Vous voyez bien que dès qu'on veut augmenter une franchise, tout le monde hurle. Dès qu'on veut mettre en place des mécanismes où on dissuade les gens d'avoir des comportements qui les rendent malades, ça hurle dans tous les sens. On parle de sélection, du risque. On n'a pas le droit de faire de la sélection de risque en santé, ce qui se défend. Simplement, on pousse la mécanique jusqu'à dire « eh bien, c'est la Sécu qui payera ». C'est la doctrine du « il ne faut pas de reste à charge ». C'est-à-dire que dans la conception de l'assurance maladie, le risque eh bien, est un risque qui doit être gratuit. Et donc les assurés ne doivent pas avoir 1 euro à payer, même s'ils ont eu des conduites à risque, et même si, au fond, ils tirent parfois sur la corde. Ça, c'est un problème de fond dans le financement de notre système qui encourage à la dépense et qui encourage, d'une certaine façon, à la consommation de soins. On parlera de la tarification à l'activité dans les hôpitaux, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la Sécu en France joue à guichet ouvert avec la doctrine du zéro reste à charge, donc en déresponsabilisant complètement l'assuré et en expliquant que c'est à la collectivité de porter le coût de toutes les maladies qui surviennent. Et ça, cette mécanique de zéro reste à charge, c'est ce qu'on appelle le transfert de risque, et c'est comme ça qu'on ruine un système, c'est en expliquant aux gens que tu n'es responsable de rien, fais comme tu veux mon petit chouchou, de toute façon c'est papa et maman qui payeront. Ça s'appelle l'État-providence, c'est une grande cause d'avachissement et une grande cause de pénalisation financière, de déficit, puisque vous voyez bien que dans cette logique, eh bien, les consommateurs de soins n'ont aucun mécanisme qui les réfrène dans leur besoin de consommer ou leur désir de consommer, ce qui explique qu'il y a des gens, alors je mets à part les maladies incertaines et graves comme le cancer, la crise cardiaque, nous sommes sur autre chose. Je suis sur les gens qui ont un bobo, ils s'arrêtent de travailler parce qu'il y a des indemnités journalières, ils courent chez le médecin et ils reviennent avec une prescription comme ça que l'État paye. Hein. Ou les gens qui vous expliquent qu'ils vont se refaire faire toutes les dents puisque de toute façon c'est l'État qui paye. Et donc je n'ai plus besoin de me laver les dents et je peux faire n'importe quoi avec mes dents.
Ces conduites-là, elles sont encouragées par la mécanique de zéro reste à charge et ça pose un vrai problème. Alors pour en revenir au sujet de base, eh bien, est-ce que vous avez besoin de complémentaires santé? C'est à vous de mesurer votre risque. Aujourd'hui, les risques les plus aléatoires avec les maladies les plus graves sont pour l'essentiel pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Et donc dans notre conception de notre système de santé, la place des complémentaires santé, comme leur nom l'indique, elle est là pour compléter les soins que la Sécu ne prend pas à charge en 100%. Et majoritairement, ce sont des maladies non aléatoires ou des dépenses non aléatoires qui sont prises en charge par les mutuelles complémentaires. Est-ce que vous êtes absolument sûr d'en avoir besoin ? Vous-même, vous le savez, puisque très souvent, vous calculez votre adhésion ou votre contrat, vous cherchez votre contrat. Vous dites, ah, mes enfants vont arriver à l'âge où je vais devoir leur refaire leurs dents. J'arrive à l'âge où il me faut des lunettes. Et donc, là, la complémentaire santé est utile. Si vous n'êtes concerné par aucun de ces risques, est-ce que vous avez besoin d'une complémentaire santé ? Je parlerai dans une autre émission des complémentaires santé d'entreprise qui sont devenus obligatoires en France, essentiellement à la demande de la CFDT et du Parti Socialiste. Mais voilà, je voulais vous ouvrir ces questions. Je ne suis pas sûr que vous ayez forcément besoin d'une mutuelle. À bientôt, et puis posez-moi des questions techniques. Alors, les commentaires, vous êtes gros, moche, chauve, désagréable. Les commentaires sur la personne qui parle sont sans intérêt et je les efface. En revanche, si vous avez besoin de compréhension technique, n'hésitez pas à poser des questions.